Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes là dans Les Visionnaires, votre émission. Nous recevrons pour vous aujourd'hui un scientifique, le professeur Louis Kaloubi Nkola. C'est un scientifique que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Nous devons savoir que la République démocratique du Congo est née comme un État officiellement déjà depuis le 23 février 1885 et non en 1960, le jour de l'indépendance. Et aujourd'hui, nous sommes là avec ces scientifiques qui est déjà là, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, professeur. Bonjour. Qui est le professeur Kaloubi Nkola? Kaloubi Nkola, c'est un monsieur qui a une formation classique. Il est agrégé d'histoire. Il est docteur en sociologie politique et relations internationales. Il est docteur d'État ex-lettres et sciences humaines, spécialiste de l'histoire des relations internationales. Ok. Monsieur le professeur, avec vous, aujourd'hui, nous allons un peu brosser succinctement la chronologie des chefs d'État de la République démocratique du Congo et aussi essayer un peu de parler de l'indépendance de cette journée-là du 30 juin 1960. Comment expliquez-vous que la République démocratique du Congo existe déjà depuis 1885? Tout État, comme disent les juristes, c'est un État de droit. Pour que l'État existe, qu'il soit acteur majeur de relations internationales, il doit réunir 4 éléments. D'abord, un territoire délimité, ce qui suppose qu'il y a des frontières et autour de ces frontières, il y a des traités de fixation de ces frontières qui sont faits avec les États voisins. Deuxièmement, il y a une population qui doit exister sur cet espace. La population provient des anciens royaumes et empires. Mais nous disons dans notre jargon d'habitude, la population vivant sur l'espace a des besoins. Pour satisfaire ce besoin, il faut qu'il y ait une structure politique, ce qu'on appelle le gouvernement, un pouvoir politique. Troisième élément, le pouvoir politique a pour rôle principal de trouver des solutions aux problèmes majeurs, aux besoins globaux de la population. Et enfin, quatrième élément, c'est l'exercice de compétences internationales. Ce qui permet à l'État que lorsqu'il définit sa politique étrangère, il y a des limites sur le plan interne pour certaines choses. C'est à l'extérieur où il peut trouver des solutions à certains problèmes. Donc, à partir de ce moment, l'État devient acteur majeur des relations internationales, ce que fut le cas du Congo depuis 1885. Voilà les grandes lignes de l'État congolais. Alors, pour qu'il existe, il a fallu que le pôle 2 engage des actions diplomatiques de haut niveau. D'abord, avoir suffisamment d'informations pour pouvoir prendre une décision. Et ensuite, il a associé les 14 puissances de l'époque qui étaient réunies à Berlin, non pour fixer des frontières des États africains, mais pour prendre acte de l'existence de ce nouvel État. Donc, c'est à Berlin que les puissances réunies ont pris acte de l'existence de cet État. Là, il faudra signaler que la reconnaissance de ce nouvel État a commencé d'abord avec les États-Unis qui, le 22 avril 1884, ont été les premiers États, les États-Unis d'Amérique, à reconnaître le Congo comme un État, un gouvernement ami. La France, suivie de près, le 22 et le 23 avril 1884, le plus grand problème, c'était avec l'Allemagne, qui le fera son tour le 8 novembre 1884. Et là aussi, c'est la période où il fallait commencer à fixer les frontières avec la colonie allemande du Rwanda, Burundi, Tanganyika, ce qui avait commencé déjà à cette époque-là. Et le 16 décembre de la même année, ce sont les États, la Grande-Bretagne, l'Angleterre comme on l'appelle couramment, qui reconnaissent le Congo. Alors, au même moment, ils entreprennent des actions pour redéfinir les axes frontaliers avec la Rhodésie du Nord, qui est la Zambie aujourd'hui, l'Ouganda et le Soudan. Et plus tard, ça évolue avec l'Italie, ça évolue avec le Pays-Bas, l'Espagne, la Hongrie, ça évolue avec la France et la Russie, qui depuis dès le 5
la France fixe les éléments essentiels de la frontière du côté de l'Ubangi. 1885 là. Nous sommes déjà avec l'Espagne, nous sommes avec la Suède et Norvège, que le feront le 10 février 1885. Mais le plus difficile, c'était avec le Portugal. Parce que les Américains exigeaient que, comme le Congo c'était un État enclavé, le territoire qu'ils devaient reconnaître, il fallait l'ouvrir. C'est à ce moment qu'il y a eu des négociations avec le Portugal. Dès lors, Songololo, Matadi, Mboma, Luozi, jusqu'à Banana ont été ouverts. Donc la rive droite du Congo, le fleuve Congo, a été cédé à l'État indépendant du Congo. Et en ce moment-là, le Portugal ne gardera que la rive gauche, ce qui fut fait. Et comme ça, le Congo peut respirer comme une puissance avec une ouverture maritime de plus ou moins 40 km en face de l'océan Atlantique. Ce sont les grandes lignes même de fixation de frontières. Et le 23, le dernier jour, Léopold II étant roi des Belges, la constitution belge, notamment l'article 62, interdisait d'être chef d'un autre État. Mais en attendant que la constitution soit révisée, Léopold II a donné plein pouvoir au colonel Stroche, le président de l'Association internationale du Congo, qui va agir en son nom. C'est lui qui va écrire le 23 février 1885 une lettre aux plénipotentiaires réunis à Berlin, signifiant que presque plus de la moitié des États réunis à la conférence ont déjà reconnu le Congo. Et ce jour-là, le 23, les puissances réunies ont pris acte officiellement de l'existence d'un nouvel État qui est notre pays, le Congo. Et voilà comment le Congo est né. Et le 26, donc 3 jours après, tous les pays présents à cette conférence ont signé la charte de Berlin. Le Congo aussi, comme co-signataire, deviendra le 15e État qui va signer la charte de Berlin. De ce fait, il est le tout premier État africain ayant assisté à la conférence de Berlin et qui a signé cet acte. Donc, le Congo n'est pas né comme une colonie, le Congo est né comme un État souverain, indépendant, membre des consorts des nations internationales. Mais le problème qui se pose, c'est que les autochtones congolais n'ont pas eu accès à cette rencontre. Il est vrai que les Congolais, pour la politique moderne, nous n'étions que des mineurs. C'est pourquoi nous n'avons pas été associés. Il y a des parrains qui ont agi à notre endroit et place. C'est pour cela que, dès que la conférence se termine, le premier chef d'État intérimaire du Congo, c'est le colonel Stroche, comme on dit en français, en allemand. Comme il est d'origine allemande, on parlerait de Strauch. Mais le colonel Stroche ne connaît pas le Congo, il n'a jamais été au Congo. Ni Léopold II non plus n'a jamais mis pied au Congo. Mais ce sont des plénipotentiaires que Léopold II avait choisis qui sont venus au Congo, qui ont fixé des limites, qui ont discuté avec les anciens rois, les anciens chefs, par ruse et par la force, ils sont parvenus à conquérir un territoire assez vaste comme nous venons de le voir. Ok, et à part le colonel Stroche, qui sont encore ces chefs d'État qui ont dirigé le Congo avant l'accession à l'indépendance? Dès que le colonel Stroche a siégé, le roi Léopold II a eu le besoin de reprendre la direction de l'État. À ce titre, dès le 16 avril 1885, il écrit au gouvernement, parce que le roi ne pouvait pas directement traiter avec le Parlement. Le gouvernement a écrit au Parlement belge pour l'amendement de l'article 62, ce qui fut fait le 28 avril 1885 pour le Parlement et le 30 avril 1885 pour le Sénat. À partir de ce moment, Léopold II devient chef d'un nouvel État en Afrique à titre personnel. L'actif et le passif du Congo n'ont rien à voir avec l'actif et le passif de la Belgique. Vous avez des États indépendants, séparés, mais unis par un seul souverain, qui est le roi Léopold II. À partir de ce moment, Léopold II devient congolais. Il a double nationalité. Il est belge et congolais
d'origine allemande. Voilà. Okay. Donc, c'est les tout premiers Congolais, on peut dire, de nationalité. Ok, voilà, chers téléspectateurs, nous continuons avec vous, donc, toujours pour vous parler indépendance de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait savoir que la République démocratique du Congo a déjà évolué comme un État avant 1960. Monsieur le professeur, nous évoluons toujours avec vous. Là, vous avez un peu parlé de chefs d'État qui ont évolué avant les 1960. Parlez-nous un peu de 1960, le 30 juin. Comment a été ce jour-là? Oui, avant d'arriver à 100 jours, il faut que je donne un peu plus vite là, les éléments qui vont se passer. Il est en fait que cet État existe. Cet État est né comme une ONG. Okay. Donc c'était l'Association internationale du Congo. Les juristes internationaux ont fait voir à Léopold II que l'association, il y a eu déjà des cas de jurisprudence de Libéria, de Virginie aux États-Unis, de Libéria en Afrique donc, qui étaient des associations qui sont devenues des États. Alors, il faut qu'il adapte l'État aux structures du droit international. Ainsi, le 29 août 1885, il signe un décret qui transforme l'AIC en EIC. Ainsi, nous avons l'État indépendant du Congo et il va gérer cet État pendant une longue période. Suite à des conflits qui vont surgir, Léopold II serait obligé de céder le Congo à la Belgique, notamment en 1908. Le Congo ne s'appelle plus État indépendant du Congo, il devient Congo belge sous la direction de Léopold II lui-même. Il règne jusqu'en 1909. Et le 17 décembre, il meurt. Et le 23 décembre de la même année, 1909, c'est le roi Albert qui prend la place. À son tour, il règne. Le roi Albert qui était son neveu. Qui était, oui. Il règne jusqu'à 1934. Il meurt brutalement, sans avoir fait la remise et reprise avec Léopold II. Et à son tour, son fils, Léopold III, prend le pouvoir de 1934 à 1940. Lorsque les Allemands occupent le Congo, alors à ce moment-là, tout change. Tout change, tout bascule. Pendant 4 ans, la Belgique n'a pas de roi et le Congo non plus n'a pas de roi. Et en ce moment-là, vers la fin de la guerre, on prend un prince régent parce que le Parlement ne veut plus de roi Léopold III. C'est le régent Charles qui deviendra prince, régent Charles qui deviendra le chef de l'État. Il va régner de 1944 à 1951. Et en 1950, le roi Léopold III abdique. Et en 1951, Baudouin prend le pouvoir et il fait la remise et reprise avec le régent Charles. Et en 1960, donc, il y a une pression qui est venue de l'extérieur, notamment des États-Unis, de la Russie, pour l'indépendance du Congo. Et les Congolais vont tomber comme un cheveu dans la soupe. Parce qu'en général, on croit que ce sont les Congolais qui ont demandé l'indépendance. Non, c'est d'abord les États-Unis d'Amérique qui, en 1955 déjà, dans une note autour du problème d'uranium, va fixer la date de 30 juin 1960 comme la date limite des accords avec la Belgique. Et il suppose qu'à partir du 30 juin 1960, les Congolais peuvent accéder à la gestion de leur État. C'est ce qui sera fait le 30 juin 1960, après la conférence de la table ronde. Ok. Et ce jour-là, ça a été comment avec Lumumba? C'est un peu très délicat parce que quand on arrive ce jour-là, il y a eu beaucoup d'antécédents. Beaucoup d'antécédents parce que les Belges avaient choisi un chef d'État, Jean Bolikango, à qui ils avaient déjà confectionné la tenue officielle de commandant en chef de l'armée. Mais Lumumba, qui après les élections des années 60 était majoritaire dans les deux chambres, avait demandé à M. Bolikango certains postes clés dans le gouvernement, parce que c'est lui le chef de l'État. Ils ne sont pas tombés d'accord. À ce titre, il les quitte. Il va voir Kasavubu pour lui proposer s'il peut accepter d'être chef de l'État, à condition de lui donner certains postes ministériels qu'il souhaitait avoir. Kasavubu, à son tour, convoque Labako, ils échangent. C'est à ce titre-là seulement que
Lumumba accepte de faire voter Kasavubu comme chef de l'État et Bolikango est écarté. Donc déjà, il y a un conflit entre Lumumba et les Belges autour de leur choix et autour du choix de Lumumba. Voilà comment Kasavubu est devenu chef de l'État. Ok. Et que explique son discours inattendu? Enfin, apparemment, on dirait que ces discours inattendus, c'est plutôt le roi Baudouin qui n'a pas respecté les protocoles. Il y a les chefs de gouvernement, quand vous arrivez dans un État, vous présentez votre mouture et le pays d'accueil sait comment il va le faire pour répondre à votre accueil. Il ignore le Premier ministre, il va chez les chefs de l'État. C'est à ce titre-là qu'à son tour, Lumumba va faire son discours pour répondre au discours paternaliste du roi Baudouin. Donc ce n'est pas un incident très grave, mais c'était un incident normal provoqué par le roi Baudouin lui-même. Au point de vue de la diplomatie, cela ne pouvait pas se dérouler comme ça. Et quelle analyse faites-vous par rapport à l'indépendance, déjà depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, depuis que nous, les Autochtones, nous avons pris le pouvoir? Il faut dire que les Autochtones n'ont pas eu une expérience de gestion de l'État. Quand nous quittons le temps indépendant du Congo, nous entrons dans le Congo belge. Le Congo est en union réelle avec la Belgique. Ce qui suppose que le Congo devient un État fédéré à la Belgique. Et à partir de ce moment-là, les Congolais deviennent des sujets belges. Un sujet n'est pas un citoyen. Il doit s'émanciper. C'est ainsi que les Belges ont conçu une idée de faire des Congolais des citoyens. Mais pour le faire, il faut qu'ils obtiennent la carte de mérite civique qui répondent aux normes d'une civilisation moderne du type occidental. Ainsi qu'il y a quelques évolués qui ont eu ces statuts. Alors, on avait prévu que c'est à travers ces évolués qu'on aura des citoyens. Curieusement, ils n'ont pas eu beaucoup de place, ils n'ont pas donné beaucoup de moyens aux Congolais pour gérer l'État. Mais l'Amérique, qui aimait bien que le Congo s'émancipe très vite, avait fait des pressions à partir de l'ONU, parce que le Congo était représenté à l'ONU par la Belgique. Oui. Il y a les documents qui existent là-dessus. Et à partir de ce moment, il fallait que les Congolais soient déjà associés à la gestion de l'État. Curieusement, on a vu que les catholiques ont formé des prêtres, mais ils n'ont pas formé ni médecins, ni ingénieurs. Alors, l'idée, c'était que maintenant, on peut prendre des prêtres pour nous représenter au Conseil colonial qui était créé. C'est ainsi qu'à partir de 1947, suite aux pressions de l'ONU, l'abbé Kaosé va nous représenter à ce conseil. Et plus tard, c'est le syndicaliste Massa. Comme Kaosé était déjà assez fatigué, avancé en âge, c'est l'abbé Loya du Bas-Congo à son tour qui prend le relais dans ce conseil colonial. Et vers 1950, ça évolue très vite. Les représentations commencent à se faire à travers ce conseil. Et en 1955, le roi Baudouin débarque chez nous. Oh là là. Alors, quand il débarque chez nous, il y a un débat qui se fait au niveau des colons au Congo et au niveau de certains milieux politiques en Belgique. Il faudra mettre au Congo un vice-roi ou un roi. L'idée était là déjà germée. Le vice-roi ou le roi, c'est le père du roi Baudouin qu'on voudrait installer ici comme représentant. Les Américains s'y opposent, la communauté internationale de l'époque avec la Russie s'y oppose, et donc il fallait que le roi Baudouin se replie sur lui-même. Mais il a fait un voyage promptu en 1959 pour voir s'il était possible de récupérer le Lumumba, de l'intégrer avec son père pour former un gouvernement ici. Là aussi, il y a eu une opposition très grande. Bon, finalement, en 1957, on a pensé qu'il fallait commencer par initier les Congolais à former des bourgmestres d'abord, au départ, ce qu'on appelle aussi des commissaires des zones aujourd'hui. Voilà. Alors, les bourgmestres sont venus. Et les bourgmestres, dans la majorité des déclarations des Congolais, ils croient qu'ils étaient élus. Non, comme les Congolais n'étaient pas majeurs, nous n'étions que des sujets, la Belgique a dit on fait la consultation
et non les élections. Ça, il faut préciser. Okay. Et les bourgmestres ont été choisis sur base de consultations et non sur base des élections. Terme technique en droit. Les Congolais n'auront de droit politique qu'après le mouvement du 4 janvier 1959 et le 19 août de cette année-là, on signe le décret qui autorise les Congolais à être citoyens, à avoir les libertés de créer des partis politiques. C'est à partir du 59 réellement que, officiellement, les Congolais deviennent citoyens et peuvent désormais jouer un rôle politique. Donc, depuis 1885, nous n'étions pas encore des citoyens. On n'était pas encore des citoyens, tout à fait. Oh là là. Chers téléspectateurs, nous évoluons toujours avec le professeur Kaloubi. Monsieur le professeur, nous voulons savoir, c'est vrai que nous avons été représentés par... La Belgique nous a représentés, si je peux le dire ainsi. Mais qu'est-ce qui fait que nous étions représentés par la Belgique, mais nous, les Congolais, nous ne connaissons pas les Néerlandais et autres? Non, ce qui fait qu'en Belgique, vous voyez, il y avait deux peuples importants. Vous avez une minorité de Wallons qui gérait presque toute la Belgique. La majorité, c'était des Flamands. Ce qui veut que vous voyez, nous parlons français, c'est suite à la présence belge. Mais le néerlandais, personne ne le parle. C'est là qu'officiellement, il y aura des écoles officielles à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Flamands commencent à monter, qu'ils vont poser leurs conditions, qu'ils vont vouloir qu'il y ait des écoles officielles où on peut nous enseigner aussi le néerlandais. Ça a commencé en 1955 avec les écoles officielles. Sinon, nous parlons français. Ce qui fait que la maladie de la Belgique s'est répercutée sur le Congo. La Belgique va essayer aussi d'opposer le peuple les uns aux autres, comme ça se fait en Belgique. Les pro-néerlandais, flamands, comme on les appelle, et les pro-wallons, qui n'étaient qu'une minorité belge qui gérait la Belgique sous toutes ses formes. Ok, brossez-nous succinctement les passations de pouvoir, la passation de pouvoir de chef d'État depuis 60 jusqu'à nos jours. Oui, là nous pouvons dire que la meilleure passation, c'est entre le roi Baudouin et le président Kasavubu. Ils ont signé le papier. Alors là, je peux vous signaler que lorsque le Congo cesse d'être État indépendant, il devient Congo belge. La deuxième constitution du Congo, si nous considérons que la charte de Berlin fut la première constitution qui a été utilisée par le roi, la deuxième constitution, c'est la loi du 18 octobre 1908, couramment connue sous le nom de charte coloniale. L'article 1er de cette charte dit ceci, que le Congo a une personnalité juridique différente de celle de la Belgique. Comment ça? Ça, c'est en 1908. Autrement dit que le Congo belge garde sa souveraineté interne. Okay. Mais par contre, l'article 27 et 28 de cette charte dit ceci, que la politique extérieure du Congo belge est gérée par le ministre belge des Affaires étrangères. L'interne par le gouvernement du Congo au nom du Congo et l'externe par le gouvernement belge. Donc, le Congo a toujours les deux politiques. La politique interne, gérée par un Belge au nom de Congolais, et la politique étrangère confiée au gouvernement belge, qui est un État fédéral avec le Congo, et jusqu'à 1960. Et on arrive à 1960, la remise et reprise concernait seulement les affaires étrangères, parce que le Congo n'a pas perdu les affaires intérieures. Okay. Alors, de ce moment, Bomboko, qui était le tout premier ministre des Affaires étrangères du Congo, faisait la remise et reprise avec le ministre belge qui était là. Voilà comment nous accédons à l'indépendance sur le plan international et interne. Mais vous entendrez les Congolais dire que le 30 juin, le Congo a accédé à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Sont des erreurs qu'il faut corriger. Il n'a jamais perdu la souveraineté nationale. Nous sommes là aussi pour corriger ça. Oui. Ok. Et depuis tout ce temps-là, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les différentes passations de pouvoir de chef d'État? Là, il faut que je signale quelque chose d'assez important. Il faut dire que de l'accession du Congo à sa gestion par les autochtones,
il y a un phénomène grave. Lumumba a mis l'accent sur la dimension économique et financière du Congo. C'est que les Belges ne voulaient pas que les Congolais s'y mêlent, touchent cet aspect-là. Finalement, ils auraient souhaité que nous prenions seulement la politique et non la dimension économique. Lumumba insistait là-dessus, ce qui fait qu'il n'a pas été aimé par les Belges. Il fallait l'éliminer, les condamner. Mais entre-temps, le ministre Uni, ministre belge des Affaires étrangères, va faire une note pour qu'on révoque Lumumba. Il donne à Kasavubu qui va le lire le 5 septembre, revoquant Lumumba. Tout le monde le sait. Mais la note que le ministre, le chef de l'État Kasavubu a lue n'est pas écrite ici chez nous. C'est une note qui provient du ministre belge des Affaires étrangères. Et cela, vous le trouverez dans le rapport du Parlement belge qui avait fait autour des problèmes du Congo. Et c'est Mme Colette Brackman qui va reprendre ça dans son livre au sujet de l'assassinat de Lumumba. Alors, le 5, Lumumba est révoqué et le soir même, à son tour, Lumumba révoque Kasavubu. Il dit, c'est moi qui t'ai fait chef de l'État. La tension subsiste maintenant entre les deux. Et le 13 septembre, devant les difficultés de trouver un compromis, les deux chambres réunies donnent plein pouvoir à Lumumba pour être chef de l'État et Premier ministre. Beaucoup de Congolais ignorent cet aspect-là. On n'a qu'à prendre les annales parlementaires du 13 septembre 1960. Et dès que le Parlement a voté la suspension de Kasavubu et plein pouvoir accordé à Lumumba comme Premier ministre et chef de l'État, le lendemain, Mobutu opère le premier coup d'État. Oh là là. Oui, et il met les commissaires généraux. Parce qu'il fallait empêcher coûte que coûte que Kasavubu soit éliminé. C'est plutôt Lumumba qui devait partir. À partir de ce moment-là, le sort de Lumumba est scellé et tout a commencé. Et finalement, le 14, les ambassadeurs réunis à Kinshasa vont faire allégeance à Kasavubu et Mobutu accepte que Kasavubu continue comme chef de l'État et Lumumba soit écarté. Et c'est parti de cette manière-là. Plus tard, les amis de Lumumba, qui étaient là, lui ont proposé de quitter, de fuir le Congo, d'aller à Kisangani où ses partisans étaient déjà pour former un gouvernement, comme vous le connaissez, le Congo populaire, là, à Kisangani. Il sort dans la voiture, bien caché, sous la pluie. Il arrive en route, il commence à faire des meetings jusqu'à Ilebo. Finalement, dès qu'on a appris que Lumumba est parti, l'ambassadeur américain, M. Tamberlak, va louer un petit porteur chez l'abbé Philbert Youlou, président de Congo-Brazzaville, qui est parti à la recherche des fugitifs. Il sera arrêté et ramené au Congo. Voilà dans quelles circonstances Lumumba est arrêté finalement. Il est condamné. Et on voulait l'amener au sud Kasaï, où Kalonji était déjà. Et finalement, c'est devant le refus de Kalonji, c'est au Katanga qu'il est parti. Et Tshombe était très content de recevoir ce monsieur qui ne voulait pas sentir, parce que Tshombe était fédéraliste et Lumumba était unitariste. Et c'est une opposition toujours alimentée par les milieux belges, notamment par les colons. Voilà dans quelles circonstances Lumumba débarque à Elisabethville. Ce jour-là, j'étais là, tout petit. Il y avait une grande fête dans la ville. Et la suite, on n'a pas suivi, c'est plus tard, quand on a commencé à lire, qu'on a appris ce qui se passait. Mais devenu grand, on voudrait savoir, est-ce que réellement Lumumba a été tué à Elisabethville? Et là, on n'a pas d'assurance. Parce que une fois qu'il est arrivé à Elisabethville, l'opinion sait que Lumumba fut complètement assassiné. Et professeur, quand est-ce qu'a eu lieu le premier coup d'État de Mobutu? Et c'était comment? Le premier coup d'État de Mobutu a eu lieu le 14 septembre 1960, comme je l'ai dit tout à l'heure,
suite au fait que les deux chambres qui avaient tenté de réconcilier les entités, le Premier ministre et le chef de l'État n'ont pas réussi. Finalement, c'est les grandes puissances, à travers leurs ambassades à Kinshasa, qui vont d'abord, on peut dire que Mobutu était devenu un agent belge, de sûreté belge. En même temps, comme a dit l'ambassadeur américain, dans Mobutu, roi du Congo, le CD qui circulait, il a affirmé, il a même dit que nous avons recruté Mobutu qui était derrière Lumumba, c'est lui qui va jouer un rôle. Alors, comme c'est un ancien militaire, on lui a confié une mission spécifique. Il est devenu aussi un informateur de la CIA, paraît-il, à cette époque-là. Donc, ce qui fait qu'à double titre, quand ils ont senti les dangers que Lumumba risquait de reprendre le pouvoir en chassant Kasavubu, il fallait neutraliser Lumumba, qui était un danger pour les puissances occidentales. Je me souviens, dans certains rapports, Lumumba avait chassé l'ambassadeur belge qui était ici, qui a mené une campagne contre lui. Et une fois à partir de Brazzaville, ils ont fait des rapports aux Américains pour leur annoncer au président américain que Lumumba, c'est comme Fidel Castro, qui vient de faire un coup d'État à Cuba. Et ici, nous risquons d'avoir un autre Fidel Castro. Il faudra mettre fin à cette action de Lumumba. C'est le président des États-Unis lui-même, à travers le rapport de la CIA que nous avons lu, qui a demandé que Lumumba soit neutralisé complètement. L'opération aura lieu, Lumumba sera évacué vers le Katanga et finalement, nous savons que finalement, au mois de janvier, il a disparu. Officiellement, on nous a annoncé sa mort. Voilà, et puis le gouvernement Kasavubu a continué. Et qu'est-ce qui avait fait que la Belgique puisse reconnaître Mobutu comme étant un agent belge? Oui, c'est parce que, vous voyez, les services de renseignement, ce sont des services délicats. C'est comme dans la Bible. C'est Judas qui trahit Jésus parce qu'il connaît Jésus. Parce que Lumumba avait utilisé Mobutu comme on dit aujourd'hui, le porte-mallette de Lumumba. Et c'était Mobutu, finalement. À la conférence de table ronde, c'était lui qui représentait le mouvement de Lumumba. À la conférence de table ronde économique, il y avait Ndele et Mobutu qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils connaissaient de l'économie? À part Ndele qui avait quelques notions. Ce qui fait que le Congolais avait mis beaucoup plus d'accent sur l'action politique que sur l'action économique. Or, c'est l'économie qui est en principe le nerf de guerre, parce que la difficulté que nous avons encore jusqu'à aujourd'hui, c'est autour de ces aspects-là. La politique, nous l'avons, mais l'économie, est-ce que nous la contrôlons? Non. Et c'est là tout le problème. Et à cette époque, le monde était clairvoyant, il a dit non, si nous avons la politique, nous devons aussi avoir l'économie et contrôler les finances de notre pays. Le Congo était un État. Il avait des entreprises. Il avait, là où il y avait des actions. Mais quelles sont devenues ces entreprises congolaises? Quelles sont devenues là les entreprises de les finances du Congo? Et si je peux vous rappeler que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique est occupée. Le gouvernement belge en exil à Londres n'avait pas de moyens de financer l'existence de la résistance, ni non plus de financer le gouvernement de Londres, dirigé par Pirlo. C'est l'argent du Congo qui va financer justement la Belgique. Wow. Et dans le rapport anglais, en 1944, pour résister à l'Allemagne et aux puissances de l'Axe, le Congo achetait 48 avions de guerre à destination des militaires belges. Vous voyez ce que ça pouvait coûter à cette époque-là. Donc l'argent était là, nous avons acheté et ça a été opérationnel. La force publique à l'époque, c'était une grande force. Il s'est battu à toutes les conférences, il était présent et finalement, renforcé par la présence de colons, nous avons remporté la victoire un peu partout. Vous vous souvenez, la grande victoire de Gambela, de Sayo, de Sosa, où nous avons chassé les Italiens qui étaient venus pour aider les Allemands.
Et nous sommes allés en Éthiopie, nous sommes allés en Égypte, nous sommes allés finalement en Birmanie. Tous ces noms-là représentent les rues que nous avons ici chez nous. Et c'est les lieux où les Congolais ont remporté de grandes victoires en toutes ces batailles qui ont eu lieu. Donc le Congo était quand même fort sur le plan militaire. Mais dès 1960, la chose la plus frappante, c'est qu'aucun Congolais n'avait un grade plus élevé. Qu'est-ce qui faisait que le Congolais ne puisse pas avoir de poste Parce que la Belgique ne voulait pas voir le Congo s'émanciper. Ok. En 1949, l'ancien ministre Gonding, ministre des colonies, avait proposé que le Congo serait indépendant, notamment à partir de l'an 2050. Oh là là, donc jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous devons être une colonie belge. Mais voilà que cela va changer très vite. Par contre, les Congolais se souviennent du plan de Van Bilsen. Là, tout le monde en parle. Mais Van Bilsen a jeté un regard sur le plan du journaliste Capras, des Courriers d'Afrique, qui en 1946 avait dit que en 1985, 100 ans après Berlin, les Congolais peuvent gérer leur État. Okay. C'est ce plan-là que Van Bilsen va reprendre à sa manière en 1955. Or, en 1956, les Noirs, à travers la conscience africaine, sous la supervision de l'abbé Maloula à l'époque, avec quelques élites qu'il avait, ils avaient fait une projection. C'est lui qui va réagir le premier pour donner une option nette en politique, c'est Kasavubu. Il va parler de l'indépendance immédiate. Il n'y a pas eu d'autre plan après. Et c'est ainsi que Kasavubu était interdit d'accéder en Belgique, et même d'aller à la conférence où le monde était parti avec Pizi à Accra. Ok. Oui, donc c'est un élément important. Alors, de 1960, donc, la Belgique, connaissant que l'économie, c'est un nerf de guerre, il voulait, quand les Congolais gèrent le Congo, qu'ils trouvent tout par terre, afin qu'ils rappellent les Belges. La première des choses, c'est opposer le Congolais aux Congolais. On oppose la population du Katanga à chasser la population kassaïenne qui était des Katangais au départ, qui était recrutée parce que le district de la Louloua faisait partie de la province du Katanga depuis 1910, où la province était créée. Donc, ce sont eux qui ont été en grand nombre travailler à l'ignominie du Katanga. Les Rwandais et les autres viendront après. Maintenant, il fallait faire la guerre à ces gens-là pour que l'ignominie s'arrête. Il fallait intéresser Kalonji Moulopoué pour que Miba s'arrête. Comme ça, le Congo est par terre. Et ensuite, quand le Lumumba sera parti, tous ces gens-là vont faire appel aux Belges qui reviendront pour conquérir le Congo. Voilà l'idée des Belges qui continue. Et aujourd'hui, nous avons les mêmes formes. C'est autour de l'aspect économique, l'aspect de la géopolitique qui joue un rôle très important. On cherche l'espace vital à chaque instant et c'était ça. Mais bon, puisqu'on nous dit que déjà avant, il n'y avait que les Belges qui nous ont formés, est-ce que cette formation a été effective? Mais il y a eu combien d'élites? Je me souviens que dans le rapport de l'UNESCO, lorsque la Belgique était à l'ONU, il a subi des pressions énormes de la part de l'ONU. C'était ma thèse d'ailleurs à la Sorbonne, où je démontrais le rôle joué par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Russes, et ainsi que beaucoup de colonies qui étaient déjà émancipées à cette époque-là de l'Asie. C'est dire que le Congo devait arriver à s'émanciper. Mais comment le faire? Parce que le problème que se posait, c'est comment le faire. La Belgique commençait à goûter au Congo, n'avait pas envie que les Congolais accèdent à la gestion de l'État. Et c'est pour cela qu'une partie des colons s'était déjà réunie. Les colons de Kenya, les colons de Goma, les colons du Katanga, les colons de la Rhodésie du Nord. Ils voulaient, à cette époque-là, créer une république qu'on a appelée la République de Capricorne, qui partirait du Kenya jusqu'en Rhodésie du Sud. Et les Américains vont faire échouer l'opération, donc on laisse le Congo devenir indépendant d'une manière normale. Nous étions en 1954 à cette époque-là. L'article se trouve dans les journaux le soir, on peut le lire à tout moment. Mais quand nous arrivons à l'époque où les Congolais devaient accéder à la gestion, il fallait casser l'économie. Pour qu'une fois l'économie cassée, les Congolais vont faire appel
aux Belges qu'ils reviennent pour les aider. Mais c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, là où il y avait l'or, là où il y avait les diamants, là où il y avait le cuivre, les mines, les malachites, etc. Tout cela, c'est là où il y a eu les guerres. Et jusqu'à aujourd'hui, les guerres sont toujours dans les zones où il y a des minerais. Oui. C'est qu'après leur départ, ils ont créé des groupes. Parce que quand Mobutu va zérianiser le Congo, il va créer beaucoup d'éléments. C'est une forme de nationalisation qui va nous entraîner dans des problèmes énormes. Finalement, la Belgique va procéder par la corruption. Dans le premier temps, il avait proposé de l'argent à Lumumba, à tous les autres partis. On nous donne les chiffres d'environ 7 millions de francs belges de l'époque pour financer les Congolais, les interdire de mener les actions qu'ils faisaient contre la Belgique et permettre à la Belgique de revenir pour avoir la main mise sur le Congo. Monsieur le professeur, déjà en 1974, Mobutu avait installé la zaïrisation. C'était pour quel objectif? La nationalisation, en soi, c'était une bonne chose. Parce que plus tard, il dira, nous sommes ni à gauche, ni à droite, pas même au centre. Donc, il voudrait que le Congo s'élève. Et Mobutu a élevé le Congo à un niveau le plus important. Souvenez-vous de la fameuse phrase ou dicton de Franck Fanon qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. Et Mobutu a joué ses rôles. Mais les Américains, quand il a pris le pouvoir, parce que Mobutu a fait un deuxième coup d'État en 1965, quand il a pris le pouvoir en chassant Kasavubu, sa mission c'était endiguement, containment. Il ne faudra pas que le communisme pénètre le Congo ou l'Afrique centrale. Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde est bipolaire. D'un côté, nous avons les Russes communistes, de l'autre, nous avons le capitalisme sous la direction américaine. Donc, il faudra que l'un des camps puisse gagner. Et Lumumba a eu pour mission d'empêcher que le communisme ne pénètre l'Afrique centrale, parce qu'en ce moment-là, nous avions l'Angola qui était proche du communiste, nous avons la République populaire du Congo proche des communistes, nous avons le Burundi qui était aussi socialiste, nous avons la Zambie qui était socialiste, donc il fallait indiquer toutes ces forces-là qui ne pénètrent pas le Congo. Mobutu a joué le rôle, il a eu une armée la plus forte, il a eu la sécurité la plus performante de l'Afrique centrale. Mais voilà, vers la fin de sa vie, il entre en conflit, cette fois-là, avec les Belges. Et finalement, la CIA avait déjà opté pour deux attitudes. Il dit, la dictature, c'est bon, mais ça va casser. Mais il y a votre ami qu'on a pris qui doit être l'équilibre pour vous. C'est Étienne Tshisekedi. Donc il va jouer aussi son rôle qu'il va jouer jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Mobutu est mort avant, lui est mort après. Mais il a été dit dans tous les documents officiels que les jours où Mobutu élimine Tshisekedi, lui aussi périra. Oh là là. Donc c'est ainsi que Mobutu pouvait taper Tshisekedi. Ces militaires pouvaient le blesser, mais jamais lui enlever la vie, lui ôter la vie. Okay. Donc c'était un travail délicat qui touche pratiquement la politique extérieure de notre pays. Est-ce que déjà pendant que Mobutu était là, le mouvement rebelle de Moussa Laurent Désiré Kabila régnait aussi? Ah, là, c'est autre chose. L'image qu'on nous donne est tellement faussée. Dès la fin de la bipolarité, parce qu'en 1991, la mission de Mobutu est terminée. L'URSS est tombée. Donc le monde est devenu presque unipolaire. Les Américains ont vaincu le communisme. Alors pratiquement, la mission de Lumumba aussi, c'est terminé. Et le Mobutu, pardon, est terminé. Mobutu devait démissionner en principe, mais il n'a pas démissionné. Mais finalement, il a envoyé un de ses ministres aux États-Unis en mission. À son retour, ce ministre lui dira qu'on lui a dit là-bas qu'il démissionne, qu'il quitte le pouvoir. Et cette ténacité de Mobutu de continuer le pouvoir, c'était... Oui, parce que sa mission était terminée. Donc c'est ainsi que vous verrez, quand
le 24 avril 1990, Mobutu officiellement va démissionner de l'État congolais. Il fait son discours et il quitte le parti État. Parce que le chef de l'État était aussi le président du parti État. Donc il n'est plus chef de l'État à partir de ce moment-là. Il assume l'intérim. Au lieu de quitter, de partir, ses partisans font pression. Mobutu va rester encore pendant 7 ans. Il a agacé ses mentors qui ont fini finalement par décider, d'autres satellites, de lui faire la guerre. Notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Et le Rwanda a été renforcé avec les armes qui sont venues de Somalie, où les Américains se battaient. Après leur échec là-bas, les armes ont été transférées en Ouganda. Finalement, c'est une guerre d'agression. Mais comment couvrir cette guerre d'agression? D'un côté, on va créer l'MLC, de l'autre, on va créer les RCD. L'MLC sous l'appui ou le soutien de l'Ouganda, le RCD sous l'appui et le soutien de Kagame. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours soutenu par ce pays-là? Tout à fait. C'est ça le problème que vous comprenez. Ça vient de l'extérieur, ça ne vient pas de l'intérieur. Parce que les puissances, dans leur vision géopolitique, veulent bien protéger leurs intérêts. Nous sommes dans la vision de Ratzel, le géopoliticien allemand, qui disait qu'on a besoin de l'espace vital pour qu'un État puisse vivre et devenir fort de façon à dominer le monde. La puissance de l'État proviendrait de l'étendue de l'espace, et l'espace où il y a beaucoup de richesses les intéressait énormément. Donc c'est pour cela qu'il fallait qu'il puisse avoir la même issue sur le Congo. Et Kagame l'a fait. Pour qu'on le mette au pouvoir, on a provoqué ce qu'on appelle couramment génocide. Il y a eu environ 800 000 personnes, alors qu'au Congo, nous avons plus de 20 millions. On ne parle pas de génocide. Heureusement qu'Onana est venu relever les défis en parlant de l'Holocauste pour le Congo. C'est une autre vision, mais les Occidentaux s'en foutent énormément, parce que leur objectif est ailleurs. Et Mosée Laurent Désiré arrive au pouvoir, il n'a pas fait longtemps, il a été assassiné. Qu'est-ce qui a précipité sa mort? C'est-à-dire que nous avons toute cette vision occidentale de la chose. On n'accède pas au pouvoir au Congo si on n'a pas l'appui des puissances extérieures. Parce que ici, dans la vision géopolitique, c'est l'espace vital de puissances occidentales et américaines. Au-delà des élections, on n'accède toujours pas? Non. Même au niveau des élections, ils veillent. Nous avons connu un cas ici où il y a eu des élections ici chez nous. En principe, c'est le gouvernement qui proclame l'échec ou le succès des élections. Mais on était surpris de voir les ministres français des Affaires étrangères nous dire que tel ou tel, c'est tel qui a gagné avant que le responsable de la CENI ici chez nous n'ait proclamé les élections. Vous voyez le rôle que les puissances là jouent. Et ils continuent à le jouer encore comme ça. Parce qu'on considère que les Congolais, nous sommes immatures. On n'a pas encore atteint l'âge de jouer un rôle politique important dans notre pays. Et vous, en tant qu'historien, pensez-vous que nous avons déjà atteint l'âge pour mieux diriger notre pays? Le virus que les Belges nous ont laissé fait qu'il y a une petite minorité qui a pris conscience. Mais quand vous entendez le discours politique, moi, ça me fait des frissons. La maturité politique, vous verrez que plus nous avons des professeurs qui entrent dans le gouvernement comme conseillers des ministres, plus les niveaux de la gestion baissent. Donc nous avons la responsabilité, nous professeurs, parce que notre formation n'est pas été faite pour gérer des États modernes, mais pour se satisfaire soi-même plutôt que satisfaire la nation. Beaucoup de discours, vous les entendrez dans ce sens-là. On va au gouvernement, on va en politique pour se satisfaire et non pour élever le pays. Chers téléspectateurs, beaucoup de présidents ils font des discours ils arrivent au pouvoir pour se satisfaire et non pour satisfaire la nation. Mais nous avons vu quand même la passation pacifique du pouvoir entre les présidents Félix Tshisekedi et M. Joseph Kabila. Quelle analyse faites-vous? Oui, c'est ça le symbole que nous voulons qu'on obtienne. Si vous voyez en Afrique un président qui a fait 40 ans, est-ce une monarchie républicaine, comme disent certains? Quand vous faites vos mandats, vous le terminez, on fait les élections.
la manière de faire, c'est de faire comme on l'a fait là-bas. L'entrant et les sortants. Et les sortants gardent sa place et l'entrant garde sa place. Et comme ça, la démocratie triomphe. Ok, la démocratie va triompher, chers téléspectateurs. Monsieur le professeur, votre mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? C'est intéressant. Très souvent, on n'a pas l'occasion de parler de notre pays de cette manière. La majeure partie des cours qu'on a reçus nous déforment au lieu de nous informer. Ils ont déformé. Vous voyez, je parlais que Kasavubu fut chef de l'État et personne ne le savait. Le 13 février, c'est la raison du premier coup d'État de Mobutu. Et Mobutu a quitté le pouvoir en 1990. Mais il y reste encore 7 ans au pouvoir. Et les Américains qui nous soutiennent envoient des pays voisins pour nous agresser. On ne parle pas d'agression. Non, on parle de l'AFDEL, le pouvoir de l'AFDEL. Wow. Vous voyez l'image, on tronque la réalité. La réalité, c'est une agression. L'AFDEL, on l'a fabriqué et on l'a amené chez nous. Bien sûr, on a pris un nationaliste parce qu'avant ça, à l'époque de Mobutu, vers la fin de sa vie, nos agents ont été formés à l'anglais, à la CIA là-bas, pour gérer un État socialiste. Donc les Américains le savaient que l'État qui viendrait, ce sera un État socialiste. Et Mouzé n'a pas été choisi par hasard. Okay. Mais voilà qu'il n'a pas répondu à leur profil. Ils ont préféré l'éliminer en 7 ans. Waouh. Mais le Congo Kinshasa, le Congo, l'Angola, tout ça là, ça a été un seul pays. Comment est-ce qu'il y a eu des subdivisions? Je vous ai dit ici que l'État, c'est comme un homme. Il naît, il grandit et il meurt. Okay. Il n'y a aucun État qui reste éternellement. Si vous avez le nom du Ghana, ce n'est pas l'ancien empire du Ghana. Si vous avez le nom de Zimbabwe, ce n'est pas l'ancien État de Zimbabwe, un royaume qui a existé dans le temps. Et si vous avez le nom du Congo, ce n'est pas l'ancien royaume du Congo. Non, c'est un nom qu'on a donné à un autre État qui a existé. Donc, l'État, c'est une structure, c'est une institution qui a une vie, une naissance, un développement et il disparaît, il meurt. Et quelle lecture ferions-nous de la journée du 30 juin 1960? Le 30 juin, pour moi, j'ai dit officiellement, c'est le jour où les Autochtones accèdent à la gestion de leurs États. Imaginez que vous avez un enfant qui a 13 ans, vous lui ouvrez un compte à la banque, vous lui donnez un peu d'argent pour lui dans ce compte. Est-ce qu'à 15 ans, cet enfant qui va à la banque, on va lui donner son argent? Non. Il faut attendre qu'il soit mature. Oui. Et les Congolais étaient devenus matures le 30 juin 1960 pour accéder à leur compte. C'est en ce moment-là que les Congolais ont pris à gérer. Ok, c'est en ce moment-là que nous avons pu gérer. Nous avons ici ce livre, la chronologie des chefs d'État de la République démocratique du Congo de 1885 à nos jours. C'est bel et bien votre livre. Je vois ici le professeur Louis Kaloubi Nkola. Où est-ce que nous pouvons retrouver ceci? Les livres se retrouvent à la librairie des Grands Lacs, sur le boulevard du 30 juin, et aussi à mon bureau privé où mon secrétaire, que vous avez trouvé ici, c'est lui qui s'occupe de la diffusion et de la vente. Donc c'est un livre qui reprend les 11 chefs d'État, parce que Félix, il est le 5e chef d'État autochtone, mais sur l'ensemble, il est le 11e chef d'État de la République de notre pays. Donc nous devons signaler qu'il y a eu déjà 6 autres qui ont existé avant 1960. Tout à fait. Le Congo a eu le roi, il a eu un prince, et il a eu Stroch, un citoyen militaire qui est devenu chef d'État pendant 2 mois et 7 jours. Et la suite sont les rois qui ont géré le Congo et des républicains, des citoyens du Congo qui ont géré le Congo. Parce qu'il y a des sources de pouvoir. On peut accéder au pouvoir par la famille. Là, nous sommes dans une dynastie. Ouais. Et celui qui gère l'État, on l'appelle chef de l'État, on l'appelle roi, s'il est de la dynastie. Mais celui qui vient du peuple,
s'il a été choisi, il devient président de la République. Le président de la République, c'est un chef d'État. Mais celui qui opère un coup d'État, il est chef de l'État. Il faut qu'il soit plébiscité par le peuple pour avoir le titre de président de la République. Donc, il y a cette source-là, qui est le peuple ou la famille, pour accéder à la gestion de l'État. Et qu'est-ce que nous devons faire pour que l'histoire de la République démocratique du Congo soit bien écrite? Il faut que des spécialistes s'y mêlent. Parce que vous savez, c'est comme en médecine. Quand vous allez à l'hôpital, celui qui vous reçoit, c'est un médecin généraliste. Il peut vous donner un produit, vous êtes guéri. Mais quand vous n'êtes pas guéri, vous revenez le voir, il va dire allez voir les spécialistes. Ça doit être pareil pour nous. Il y a les spécialistes réellement du Congo, mais qui ne sont pas souvent consultés. Parfois, il y a d'autres, ils connaissent une partie, mais ils ne connaissent pas tout. Donc, il faut réunir ceux qui connaissent chacun dans son domaine pour faire une histoire globale du Congo. J'ai vu des petits fascicules qui sont faits avec des données qui ne sont pas tout à fait exactes. Oui. Et même dans l'enseignement qui est donné, il y a beaucoup de choses à retoucher, à revoir. Donc, le Congo, pour se mettre debout, a besoin de tous ces enfants qui doivent revisiter les structures qui existent. Si vous permettez, je peux ajouter un mot. Vous voyez, on parle du Congo des pères et des mères. J'ai envoyé à quelqu'un qui m'a appelé un texte de 1892. On parle de la nationalité congolaise. Il faut être des pères et des mères. Et puis, on peut avoir aussi la nationalité par naturalisation. Et de quelle manière? On donne 3 ou 4 manières d'accéder à cette nationalité. Donc, ce n'est pas une guerre. Les textes existent, mais comme on n'a pas lu ces textes, on ne peut pas comprendre que l'État indépendant du Congo avait déjà émis des textes sur la nature de la nationalité. La preuve, c'est que je vous ai dit ici que le roi Léopold II lui-même était belge. Il y a quelques Belges qui étaient aussi, étaient congolais, pardon. Il y a aussi quelques Belges qui étaient congolais à cette époque-là. Souvenez-vous du cas de Muntandu Mundele chez les Bakongo. Ouais. C'est Muntandu là, il a épousé une femme étrangère, belge, n'est-ce pas? Et cette femme belge, son père était congolais, avait pris la nationalité congolaise. C'est un colonel belge. Voilà, merci beaucoup, monsieur le professeur, de nous avoir acceptés. C'est moi qui vous remercie. Au-delà de vos multiples occupations, vous avez accepté de recevoir ces possibles télévisions dans vos maisons. Merci beaucoup. Merci, chers amis téléspectateurs. Nous vous disons merci pour votre sympathique attention. Vous avez vu que la République démocratique du Congo a déjà existé depuis 1885. Et aujourd'hui, nous pouvons compter qu'il y a déjà eu beaucoup d'années passées depuis que nous existons comme un État. Depuis 1885 jusqu'à nos jours, nous comptons 138 ans depuis que nous existons. Donc, nous ne pourrons qu'évoluer. Nous devons aimer le Congo, notre cher et beau pays. Nous devons faire en sorte que l'économie aussi de la République démocratique du Congo soit boostée, parce que là, si l'économie est boostée, nous allons voir que dans la politique, déjà ce bon, n'allons pas seulement vers la politique, mais allons aussi de l'autre côté de l'économie pour que notre pays avance. Merci beaucoup. Je dis merci à l'équipe technique. On se retrouve très prochainement. Au revoir.